Bonjour à tous. Bon, on va commencer. Du coup, les personnes nous rejoindront peut-être au fur et à mesure. Merci beaucoup pour votre présence. L'idée aujourd'hui, ça va être du déploiement de l'holacratie. Alors, je vais prendre l'exemple d'une direction technique parce que c'est l'exemple qu'on a mis en place chez Adimeo. Et l'idée étant comme je le mets dans le titre, de favoriser l'innovation. En tout cas, c'est quelque chose en quel je crois beaucoup. On va commencer par, une petite présentation, savoir un petit peu qui je suis. Donc moi, je suis Thibaut Pley, je suis directeur technique, chez Adimeo au sein du pôle framework DevOps. Donc on a deux grandes directions techniques, chez Adimeo. Et donc on a notamment déployé, l'holacratie, dans notre direction il y a maintenant 2 ans. Un petit rappel sur qui est Adimeo. Nous, Adimeo, c'est une agence digitale. On est capable de vous accompagner dans les différentes étapes de votre transformation digitale, sur vos outils, votre organisation, sur vos dialogues. Et donc l'idée, nous, c'est de créer des expériences digitales, qui sont performantes et qui répondent à vos besoins. Pour ça, du coup, on s'articule autour de différents métiers. Tout d'abord le conseil et la stratégie. Je ne vais pas forcément énumérer tous les aspects. On va également travailler avec un studio, qu'on a au sein de nos équipes, sur le design et l'innovation. On a une grande part également, ça fait partie de notre ADN de production technique, avec la réalisation d'applications, de sites web, d'applications mobiles, et puis du marketing digital également. Hem, donc l'objectif de ce webinaire, ça va être de comprendre comment, mettre en place, en tout cas adopter et s'inspirer de l'holacratie pour mettre en place un mode de gouvernance différent au sein d'une direction, pourquoi pas d'une entreprise. L'objectif de fond, c'est d'accompagner votre croissance. Moi, je crois aussi au fait de révéler, les talents, de vos équipes voilà, et de permettre, à votre entreprise de s'organiser différemment. Pour ce faire, du coup, on va passer par plusieurs étapes. On va reparler un petit peu des fondements de l'holacratie avec une petite rétrospective de ce qu'on connaît, dans la plupart des organisations. On va parler de l'holacratie, de ses avantages. On va parler des différentes étapes, qui sont possibles pour, mettre en place une gouvernance inspirée de l'holacratie. Je parle bien de gouvernance inspirée de l'holacratie parce que, un peu comme le sont les méthodes agiles, dans le monde du développement, l'idée, c'est de partir de règles de base et de les adapter à son contexte, à ses possibilités. Voilà, il n'y a pas une règle à suivre fixe. Donc on va découvrir tout ça et puis on parlera également des obstacles, la mise en place de ce mode de gouvernance, à travers notamment un retour d'expérience aussi chez Adimeo, puisqu'on l'a mis en place. Voilà. Et on finira par une petite session de questions-réponses, si vous avez des questions, et j'y répondrai avec plaisir. Donc, commençons par parler des fondements de l'holacratie. Avant de parler d'holacratie, on va parler d'organisation pyramidale. Donc on a un fameux personnage qui s'appelle Frédéric Taylor qui a travaillé, au début du siècle dernier, sur, un mode d'organisation qui serait plus optimal et on peut le considérer comme étant un peu le père de cette organisation pyramidale très structurée que l'on connaît, beaucoup dans la plupart des entreprises, en tout cas en France. Avec des séparations en services, avec des managers à la tête de chacun de ces services, donc des managers de managers, différents étages. La vision de Taylor à l'époque, donc c'est un précurseur finalement avant les fameuses usines d'Henry Ford. Lui a repris le concept de Frédéric Taylor pour l'adapter du coup à sa chaîne de production. Frédéric Taylor, il a mené une réflexion en amont sur comment optimiser dans sa vision la réalisation du travail, la production, et il a posé les bases d'une division verticale du travail, avec l'idée étant de séparer les penseurs des exécutants. Donc à l'époque, on avait les ingénieurs versus les ouvriers, qu'on pourrait traduire aujourd'hui, c'est comme ça qu'aujourd'hui on l'applique, avec d'une part les managers qui sont là pour piloter, pour encadrer, pour diriger, entre guillemets, et les exécutants qui vont plutôt être sur des rôles de production.
Alors ça a plusieurs avantages, hein, cette organisation qui est présente, hein, pour rappel depuis un peu plus d'un siècle maintenant. C'est qu'on a une structure qui est claire, une ligne de commandement très descendante, très claire. Cette fameuse représentation de la pyramide le montre bien. Ça permet aussi au sein des différents collaborateurs d'avoir un sentiment d'appartenance à un département, à une direction, donc finalement à son étage. On est plutôt proche de son étage de la pyramide. D'un point de vue d'un point de vue chaîne de commandement, c'est plutôt facile à contrôler. On a des décisions qui partent du haut pour aller vers le bas. On a une vision stratégique qui est appliquée en opérationnel, qui est ensuite exécutée. Donc voilà, on est dans une approche très descendante. Cette organisation, elle comporte en parallèle des risques et des limitations, donc que je mets en avant ici. Elle fonctionne dans plein de cas de figure, mais du coup, l'idée de ce webinaire, c'est justement d'apporter une approche différente, de venir un petit peu moduler tous ces aspects-là. Tout d'abord, dans une pyramide, l'inconvénient d'une pyramide, donc de s'en référer à son manager pour prendre des décisions, qui va s'en référer lui-même à son manager à lui, voilà, on monte les chaînes de commandement, et ben c'est que ça représente plutôt un frein à l'innovation de manière globale. C'est-à-dire que les collaborateurs au sein du bas de la pyramide, par exemple, pourraient être force de proposition, d'idées innovantes, de création de valeur, qui seraient mal comprises, mal remontées. Donc, c'est vraiment, je parle plutôt de mal comprises plutôt que mal remontées. C'est pas forcément une volonté néfaste du manager, mais juste pas forcément, il comprend pas forcément les enjeux. Surtout si on parle d'un domaine vraiment très métier ou très technique où le manager ne l'est pas forcément. Du coup, cette innovation, elle est potentiellement mal transmise et donc mal défendue. Ensuite, plus on remonte, plus elle est vaste et plus elle est floue pour le coup. Il y a également des limitations au niveau de la frontière des fonctions entre les différents services, le qui fait quoi. Alors, sur le papier, on l'écrit, c'est clair. Dans les faits, il y a des frictions entre les deux qui existent. Autant, bon, les frictions, elles vont toujours exister. Il va toujours y avoir un peu de clarification à faire. Le problème étant la chaîne de commandement et le fait de remonter par son manager pour arbitrer, ça veut dire qu'il comprend, ça veut dire aussi que potentiellement, si vous vous adressez à un service qui est éloigné de vous de 2 niveaux, ça veut dire aussi que vous devez contacter votre manager, qui va contacter lui-même son manager, qui va dialoguer avec son collègue, qui va redescendre l'information. Donc il y a une chaîne de décision qui est lente finalement, avec une lenteur administrative, différentes étapes. Alors, dans un monde un peu plus agile, peut-être que ça irait plus vite, mais on a ce fond de pyramide où du coup l'information doit remonter pour ensuite redescendre. Sur le volet social, il y a 2 aspects qui sont intéressants dans cet aspect pyramidal. C'est qu'on pourrait tomber sur des managers qui exercent un rapport de domination. Alors, je noircis le trait, hein, c'est heureusement de moins en moins le cas de ces dernières années. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'entreprises que je côtoie. On sent que c'est quelque chose de moins en moins présent, même si voilà, le cliché du manager exerçant sa domination, alors le mot est fort, mais exerçant son autorité sur une équipe, le schéma est très présent dans nos sociétés. À l'inverse, on pourrait également avoir dans ce schéma d'avoir des collaborateurs qui se sentent ou se confortent dans l'idée d'avoir un manager qui est responsable. Donc ça veut dire peut-être aussi de se décharger de certaines responsabilités en se disant mon manager, mon responsable m'a demandé de faire ça, je fais ça, j'exécute, je ne réfléchis pas forcément au pourquoi du comment. Il y a certaines personnes qui se confortent dans cette idée-là. Le but de l'holacratie, c'est de venir un petit peu challenger aussi ça et de donner la possibilité de prendre des initiatives. Je reviens un petit peu dessus, mais le manager, il est sollicité pour prendre des décisions, ok. Mais a-t-il les compétences sur le sujet? Je pense que plus on va remonter la chaîne, moins ce sera le cas. Je parle de compétences sur le sujet d'origine. Bien sûr, un manager va avoir des compétences managériales, très bien. Maintenant, est-ce que c'est vraiment à lui de choisir, par exemple, si on prend la pyramide classique, dans une direction technique, un manager qui ne serait pas technique, on pourrait imaginer, faire des arbitrages techniques, ça me semble compliqué pour ce type de personnes. Alors à lui de s'appuyer sur des experts, mais à la fin, c'est quand même lui qui a la décision. Donc,
Ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est qu'un manager, du coup, qui ne va pas être concerné par la décision qu'il va prendre, va devoir prendre cette décision. Donc il va pas subir finalement de manière directe la décision qu'il va prendre. Et puis de par son rôle de manager, il va être situé entre son équipe, sa direction et son manager, et il va devoir prendre position pour l'un ou pour l'autre. Donc des fois, ça a un aspect déstabilisant et une tendance à favoriser l'un au détriment de l'autre, pour le coup. Et puis enfin, dans cette structure pyramidale, donc bien sûr, toujours sur le volet social qui est très représenté dans les médias également, le bas de la pyramide se sent régulièrement déconnecté des prises de décision du haut. Et alors plus le haut est échelonné avec différents étages, plus on se sent loin justement de ça. On a besoin de déployer une énergie phénoménale pour arriver à embarquer le reste le bas de la pyramide, entre guillemets, sur des décisions. Alors que justement, l'intérêt, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont engagés et qui ont envie de contribuer aux objectifs de l'entreprise à leur échelle. Donc, on parle de motivation. Donc, je dresse un tableau un peu noirci de la structure pyramidale parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne, mais je suis persuadé que à l'ère d'aujourd'hui, on est capable de faire mieux. Et justement, c'est l'idée derrière l'holacratie, en fait, de venir aplatir cette pyramide. Je pense que la description est intéressante. L'idée, c'est d'avoir un mode de gouvernance où la prise de décision, elle est partagée au sein de l'organisation. C'est pas forcément une démocratie au sens où on va pas demander à chacun de s'exprimer, parce que ça va alourdir le processus de décision, de solliciter toutes les personnes. Mais l'idée, ça va être de venir répartir les responsabilités au sein de l'organisation sans forcément penser pyramidal. Donc pour ça, il y a des piliers, je vais vous expliquer un petit peu dans le détail après pour comprendre un peu mieux. On a des piliers dans cette structure holacratique qui existent. On va parler de rôle plutôt que de fonction, c'est-à-dire qu'on va parler de fiche de poste, mais de rôle, de référent. Le changement de prisme est important. Donc, autrefois, on parlait par exemple d'un manager, là où on va en fait découper les missions du manager selon le service dans lequel il évolue, pour venir ensuite créer des rôles. Par exemple, un directeur technique qui va peut-être anciennement gérer le budget de sa direction, gérer le recrutement de sa direction, de manager du coup humainement les personnes de son pôle, de gérer le staffing, pourquoi pas. Et ben en fait, on va découper ces différentes missions en différents rôles, et ça pourrait être lui qui gère ces rôles-là, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. On parle, pour la partie de management humain, on va plutôt parler de gestionnaire de carrière, et ce rôle-là pourrait être attribué à quelqu'un d'autre pour le coup. L'idée derrière l'holacratie, c'est également de viser à de l'auto-organisation des cercles des équipes. Les cercles, on va revenir sur cette définition. L'idée, ça va être de favoriser le fait que les collaborateurs s'organisent entre eux, ou en tout cas à l'intérieur de leur cercle, et qui viennent améliorer, donc c'est le quatrième point d'ailleurs sur les piliers, ils vont venir améliorer justement cette organisation. On va parler de management agile, d'organisation agile, où l'idée, ça va être d'améliorer l'organisation de manière itérative. Et on ne parle pas d'une itération une fois par an, mais de manière plus régulière, l'idée étant de faire ça, par exemple, une fois par mois. Le grand changement également, ça va être... Alors, on va parler de collaborateurs autonomes, ça c'est le souhait de toute entreprise. Le grand changement, ça va être d'avoir des collaborateurs qui sont décisionnaires sur un périmètre, donc sur un périmètre qu'on va leur confier, sur lequel ils vont avoir autorité sur le sujet, clairement. On va revenir dessus. Donc un rôle, qu'est-ce que c'est? Ça va être défini par un nom évidemment, ça va être défini également par une raison d'être. Pourquoi ce rôle existe? Quel est son objectif? On va parler de domaine, de responsabilité qui correspond au périmètre. Sur quel périmètre ce rôle peut intervenir, peut décider. Et enfin, on va parler de redevabilité. Donc, ça va être un mélange de devoirs et de droits au sein de son rôle pour lister un petit peu les éléments sur lesquels il peut intervenir, les décisions sur lesquelles il peut le prendre. Et à l'inverse, les choses que l'on attend de ce rôle sur la personne qui endossera ce rôle.
Avant de passer à la suivante, il faut savoir donc on parle de rôle et pas de fiche de poste parce qu'une personne est potentiellement capable d'endosser un ou plusieurs rôles. C'est ça qui est intéressant. Ces rôles, on va pouvoir aussi les faire évoluer par leur contenu, mais également sur leur affectation. On pourrait imaginer que d'une année à l'autre, des personnes se passent la main d'un rôle à l'autre. Le but, c'est de rendre ça mouvant pour le fait qu'on puisse changer d'une année à l'autre. Sur l'organisation holacratique, on va avoir 3 réunions structurantes dans ce mode d'organisation. On va parler d'une première part de réunion de stratégie qui a lieu à peu près une fois par trimestre. L'idée, ça va être de travailler sur les sujets stratégiques de l'organisation. Grosso modo, ça va être quels sont les cercles qui existent, quelles sont leurs raisons d'être à ces cercles, comment ils sont composés. Donc vraiment définir la forme de manière globale. Pour faire un peu le parallèle avec la pyramide, c'est un peu l'équivalent de construire les différents services d'une entreprise finalement, et différentes échelles. L'autre réunion qui va être la plus, à mon sens, intéressante, ça va être la réunion de gouvernance où on va travailler sur l'organisation. Donc l'idée, ça va être de se voir une fois par mois donc une réunion de gouvernance, ça se passe à l'intérieur d'un cercle. Donc chaque cercle se réunit une fois par mois entre eux. L'idée, c'est de mettre sur la table les problématiques d'organisation que le cercle rencontre, et ou bien il est capable de le traiter lui-même, et du coup, il vient le résoudre à travers les rôles qui existent et leur définition, ou bien c'est l'occasion de venir rajouter une redevabilité sur un rôle, créer un nouveau rôle, en supprimer un, modifier, de venir compléter cette partie-là, ou bien si le cercle n'est pas en capacité de résoudre cette problématique, de transmettre le sujet au cercle compétent, pour le coup, qui lui le traitera à son tour. Et enfin, la dernière réunion structurante qui existe, ça va être la réunion de triage qui a lieu une fois par semaine. L'idée, c'est de traiter les sujets opérationnels, soit les missions, les projets. Dans des entreprises, ça peut être des réunions de staffing. L'idée, c'est pas de le centrer que sur le staffing, mais ça peut être aussi orienté sur une question de budget. Donc, alors, les réunions de triage, elles peuvent être aussi découpées par projet, par mission. Voilà. Là, il y a plusieurs possibilités. C'est du pilotage de manière générale. Alors, parlons un petit peu des avantages de l'holacratie. Donc, tout d'abord, j'en parlais tout à l'heure, la notion d'agilité, je pense, est importante. Le fait d'avoir une organisation qui vient s'améliorer d'elle-même. On parlait de réunions de gouvernance une fois par mois. Pour l'avoir vécu depuis 2 ans, et je l'avais mis en place par le passé, c'est vraiment fondamental d'avoir un cercle où on embarque les différents collaborateurs d'un cercle sur l'amélioration de son propre cercle, pour le coup. Donc il y a un sentiment d'appartenance qui existe, et c'est le troisième point notamment, il y a une notion de responsabilité partagée et qui intervient, et une motivation, du coup, un engouement autour des collaborateurs sur oui, en fait, on peut améliorer les choses et on a la parole on peut contribuer à améliorer cette organisation, proposer des nouvelles choses. On parlait de proposer de l'innovation tout à l'heure. C'est vraiment ça l'intérêt. Le point du milieu qui est intéressant, que j'apprécie beaucoup aussi, c'est le fait d'avoir de la transparence sur les différents rôles qui existent, et du coup les personnes qui endossent ces différents rôles. Le fait de le mettre par écrit, ça permet de mettre par écrit quels sont... en fait, c'est un peu la cartographie. C'est un peu comme si vous mettiez... Je fais un peu le parallèle avec les fiches de poste dans une organisation plus classique. Ça va être comme si vous aviez une cartographie de tous les postes existants et surtout leur mission en face. Et comme le sujet est découpé selon les rôles et non plus sous forme de fiche de mission ou fiche de poste où on va être assez macro, dans une redevabilité de poste, de rôle, pardon, excusez-moi. Du coup, ça va nous permettre de lister ce que l'on attend de chacun des rôles. Donc, ce qui est intéressant, c'est le jour où un collaborateur quitte l'entreprise, par exemple, ou un autre changé, on est capable de reprendre les sujets qu'il avait en main, les rôles qu'il avait en main, et du coup de trouver des remplaçants à ces différents rôles. Donc ça casse un peu l'effet boîte noire de l'expert technique qui a l'air d'être omniprésent partout, mais on ne comprend pas vraiment ce qu'il fait, et on est un peu paniqué à l'idée qu'il parte. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui a été vécu chez Adimeo, et je trouve aujourd'hui le fait d'avoir ces rôles, cette gouvernance, ce mode de gouvernance en place, on est vraiment rassuré sur cet aspect-là. Si je devais avoir un collaborateur qui partait demain, je reprends ses rôles, ok, c'est bon, on a une bonne idée de ce qu'il faisait, et il n'y a pas trop de mystère pour le coup.
Chez Adimeo, du coup, c'est vrai que je parlais un peu des avantages. Chez Adimeo, pour faire un petit retour d'expérience, donc on a mis ça en place il y a 2 ans au sein de la direction Framework DevOps. Donc chez Adimeo, on est dans un mix aujourd'hui entre une base pyramidale et un mode de gouvernance inspiré de l'holacratie en tout cas dans la direction Framework, ça a été la première à le mettre en place. On est en train de créer d'autres cercles dans le reste de la boîte, le but étant finalement d'effacer cette pyramide de fond sans devenir, on n'a pas forcément vocation à devenir une structure totalement horizontale. L'idée des cercles est importante, je pense encore, avec chacun un périmètre différent, mais voilà, on est en train de construire cet aspect-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est le retour d'expérience au niveau de la direction Framework DevOps. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le fait de mettre en lumière les rôles de chacun pour les personnes notamment extérieures à la direction, c'est intéressant, ne serait-ce que pour nous, mais les personnes extérieures à la direction, voire nos clients. Moi, je constate depuis 2 ans des collaborateurs qui sont plus impliqués et qui comprennent mieux les contraintes du cercle, de l'entreprise de manière générale. Donc, ça leur permet aussi d'être plus efficaces dans leur proposition aussi de solutions. Et l'autre point que j'avais pas forcément anticipé, c'est ce que je constate, c'est que c'est un véritable tremplin pour l'autonomie des collaborateurs. On va avoir des collaborateurs qui sont peut-être plus introvertis de base. Et en fait, c'est vraiment un tremplin pour eux, pour l'autonomie, pour la prise de parole, pour le fait de pouvoir se dire: «Tiens, en fait, je peux prendre des sujets». On le voit aussi chez les jeunes collaborateurs juniors sortis d'école, c'est quelque chose sur lequel ils sont pas forcément habitués. Ça prend un peu de temps, mais petit à petit, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont le droit à la parole et en fait, leurs idées sont bonnes à prendre pour le coup. On contribue en fait tous ensemble là-dessus. Je vous ai mis en dessous des témoignages. En fait, on a fait un retour d'expérience au bout d'une année sur ce que pensaient les collaborateurs de ce mode de gouvernance. J'ai pas participé à cette étude volontairement, justement pour pas biaiser les résultats. Et donc, ce qu'on est retenu, en tout cas dans les aspects positifs qui sont retenus, c'était le fait que les collaborateurs se sentaient plus concernés, ils se sentaient considérés également, le fait que ça les intéressait aussi de pouvoir diversifier leur travail de développeur. On est dans une direction technique, on a beaucoup de développeurs. Donc de prendre des sujets qui les intéressent, d'améliorer de jour en jour notre organisation. Et puis, voilà, ça favorise la cohésion d'équipe également. Donc voilà, on est vraiment dans le partage et dans l'amélioration collaborative. Alors, je parlais un petit peu de comment ça s'est mis en place, les différentes étapes qu'on a suivies. Donc c'est une proposition d'étapes possibles. J'ai pas forcément vocation à dire que c'est la meilleure manière de faire. À refaire, je crois que je referai quand même de la même manière, parce que je trouve que ça s'est plutôt bien passé. L'idée, ça a été de commencer par une phase d'annonce qui a duré 1 à 2 mois, où du coup, on a mis en avant les faiblesses de notre organisation actuelle. Voilà, on avait une partie de problématiques, et on a essayé de projeter également notre organisation actuelle à l'époque, donc il y a 2 ans, sur on a des ambitions de croissance chez Adimeo, de grandir, est-ce que notre organisation actuelle fonctionne si, mettons, on double la taille de l'équipe? Et en fait, donc l'exercice est difficile, en tout cas pour les collaborateurs, de se projeter là-dedans, mais ils se rendent bien compte que quand on leur dit l'exemple de faire x2 sur la taille de l'équipe, dans leur tête, ça pop comme en fait x2 en termes de charge ou de nombre de sujets, et généralement ça crée un point de blocage. Donc ça va être de se questionner de est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas à l'organisation. Donc là, l'idée était de leur dire qu'on réfléchit à changer cette organisation, à mettre quelque chose d'un peu plus innovant. Et du coup, l'étape qui a suivi, ça a été ce qu'on appelle la stratégie de l'allié. Donc l'idée, alors c'est quelque chose que je favorise beaucoup personnellement, peut-être trop parfois. On peut appeler ça du lobbying, appeler ça comme vous voulez. L'idée, c'est d'aller prendre un temps individuel avec chacun des collaborateurs pour échanger sur voilà ce qu'on compte mettre en place, voilà l'organisation, qu'est-ce que tu en penses. Et puis un peu de l'avantage en fait du one-to-one dans ce genre de situation, c'est de parler librement, de ne pas être embarqué par un groupe, de faire part un peu de ses réticences. Et puis en fait, ça permet aussi de commencer à réfléchir au rôle potentiel que la personne pourrait prendre, les sujets sur lesquels elle serait intéressée. Donc là, c'est traditionnellement le manager aussi qui entre en jeu pour prendre en compte les appétences de la personne. Ça qui est intéressant, de lui présenter pourquoi pas une première version du registre des rôles. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir constitué une première version en amont
pour au moins amorcer le sujet, quitte à ce qu'il évolue après, qu'il soit remis en question, c'est pas grave, mais au moins de partir de cette base-là, et ça permet aux collaborateurs de se projeter concrètement sur comment ça va se dérouler. Ensuite, il y a la phase de déploiement. Faut compter un bon mois pour le faire. Finalement, c'est une réunion qui officialise. L'avantage de votre stratégie de l'allié, c'est que vous avez déjà semé des graines partout. Le déploiement, finalement, consiste à une réunion officielle qui dit « Ok, voilà la nouvelle organisation, voilà les différents rôles. » On donne la parole à chacun pour dire « Ok, vous êtes d'accord pour prendre tel ou tel rôle. » Comme vous avez préparé le terrain en amont, ça marche bien plutôt. Et puis ensuite, il y a le fait de communiquer officiellement l'organisation au sein de l'entreprise pour voilà. Et ensuite, toute la phase d'amélioration, là, j'ai mis une itération d'1 an, grosso modo. On a des réunions de gouvernance tous les mois, où l'idée, ça va être de parler des sujets d'organisation courants. C'est pas forcément que de l'organisation interne. On a généralement des éléments extérieurs à notre cercle qui viennent un peu perturber cette organisation. Et donc, justement, l'idée, c'est de venir les adresser et de les adresser en réunion de gouvernance et puis d'essayer de trouver des solutions. Je précise, dans ces réunions de gouvernance, ce n'est pas vous, en tant qu'ancien manager, directeur, ce que vous voulez, qui devez résoudre ces problèmes. L'objectif, c'est de discuter ensemble des problèmes. Dont je parlais de l'idée de montrer l'exemple, c'est toute la difficulté en tant qu'ancien manager à l'ancienne, de ne pas vouloir à chaque fois prendre des décisions ou donner son avis sur tout. Ce que je vous conseille dans ce genre de réunion, c'est de jouer un peu le rôle de secrétaire, de gérer le compte-rendu, éventuellement d'aider les collaborateurs à reformuler pour que ce soit un peu plus clair pour chacun, et ensuite de laisser un espace de dialogue où chacun va proposer des solutions et améliorer et amener à arriver à une idée qui soit concrète et surtout validée par tous. Si c'est vous qui amenez la solution en tant qu'ancien manager et qui allait un peu de façon descendante, on n'a pas changé l'organisation, et l'équipe, elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord, mais peut-être elle vous dira pas si elle n'est pas d'accord. Forcer les collaborateurs à en discuter, à en parler, ils vont forcément devoir prendre une décision ensemble. On se référera également au référent du rôle si ça concerne, je ne sais pas moi, un sujet de comment on organise la documentation technique, dans cet exemple-là. La décision finale, elle appartient au référent documentation. Donc l'idée, vous, en tant qu'animateur de cette réunion, c'est de rappeler qu'on a un référent sur le sujet. C'est pas lui qui propose toutes les idées, on en a parlé tous ensemble, mais à la fin, c'est lui qui doit trancher par rapport à toutes les idées qui ont été émises, pour le coup. Donc, d'où on sort généralement un plan d'action. Voilà. Et puis, on est parti sur une itération d'1 an, l'idée étant de faire un retour d'expérience à la fin. Donc c'est la fameuse étude dont je vous parlais tout à l'heure, où on a eu des avis plutôt positifs qui sont remontés. Ça permet à chacun de s'exprimer sur, voilà, ça fait 1 an qu'on a ça en place, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à avant, qu'est-ce que vous auriez envie d'améliorer, des changements à faire. Donc là, on est dans l'idée d'une réunion stratégique, presque. On vient alimenter la réunion stratégique. Est-ce que ce mode d'organisation est bien? On ne parle pas forcément de nos sujets, de nos problèmes d'organisation concrets. On parle plutôt de, OK, ce mode de fonctionnement, est-ce que ça nous plaît ou pas? Et puis, du coup, l'itération suivante, l'idée, c'est de mettre en place ces améliorations. On a complété le périmètre d'intervention de notre cercle, par exemple, cette année. On a revu aussi les affectations de rôle. Donc, il y a certains référents qui avaient envie de changer. OK, pas de problème, on a changé. On a vu qu'il y avait d'autres candidats, donc on a changé les personnes en face des rôles. Et on est reparti comme ça sur une nouvelle année. Une étape importante au début, ça va être la construction d'un rôle. Comment construire un rôle, puisque on est tenté de construire une fiche de poste finalement. Alors, on peut partir de cette fiche de poste. Plus j'ai de recul sur le sujet, moins je conseille cette solution, parce qu'on a tendance à faire correspondre les rôles à la fiche de poste, et donc du coup on retombe un peu dans le piège de, finalement, mon rôle, c'est un poste pour le coup. Je conseillerais plutôt de partir sur que fait le collaborateur, enfin qu'est-ce qu'on attend de ce rôle au quotidien. L'idée étant bien de se concentrer sur le rôle et non pas le collaborateur. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Donc on parle de redevabilité finalement sur ce rôle-là. On peut parler également ça peut être intéressant de partir la raison d'être et le périmètre avec le recul. Je vois bien, moi, quand je les ai construits, je suis parti d'une idée de base. Ensuite, j'ai construit les redevabilités. Ensuite, je suis revenu sur ces raisons d'être et ce périmètre, parce que je me disais que non, en fait, les mots que j'utilisais, ça allait pas, c'est trop flou.
Donc, j'ai recentré un petit peu un peu le sujet. Et donc, la fiche de poste, ça peut fonctionner. Attention à pas mettre trop de choses dans le même panier. Il faut vraiment découper les missions de la personne dans différents rôles. Il y a peut-être des choses qui vont se regrouper, mais voilà. Et puis, il faut essayer, quoi. L'idée, c'est de partir d'une première version, et de toute façon, avec le temps, vous allez vous rendre compte que soit le rôle est trop gros, auquel cas il ne faut pas hésiter à le découper en deux, quitte à ce que dans un premier temps, ce soit la même personne qui occupe les deux rôles, mais au moins ça vous donne la possibilité dans un second temps de venir le séparer en deux, pour le coup. Ce qui est intéressant dans ces rôles également, ce qui est important même, c'est d'indiquer quelles sont les interactions entre les rôles. Tel rôle il a peut-être autorité sur, par exemple, si je prends... mettons, je prenais tout à l'heure l'exemple du référent documentaire. Auquel de référent documentaire, il a autorité pour dire que la documentation doit être située à tel endroit, qu'elle doit être construite de telle manière, et juste qu'elle doit exister en fait pour nos projets. Surtout si on parle de documentation technique. Par contre, ce rôle-là, autant il peut imposer que la doc soit faite, mais il doit aussi s'en référer finalement à la personne qui va gérer le budget du projet, par exemple. On va parler d'un chef de projet. Il ne peut pas juste imposer sa loi sous façon de dictateur en disant voilà, moi j'ai le droit d'imposer la doc, j'impose la doc. Il faut aussi qu'il s'accorde avec ce chef de projet. Donc l'idée, c'est quand même, dans ces redevabilités, de ne pas hésiter à ajouter des précisions en disant oui, il peut imposer la doc, mais il doit aussi être conscient qu'il y a un budget à respecter, et que si ça dépasse ce budget, et que ça lui semble important, il y a d'autres solutions. On peut aussi accepter le fait que du coup, tant pis, on dépasse un peu le budget parce que la doc, c'est important de capitaliser dessus. Après, quel niveau de qualité, quel niveau de détail on veut sur la doc, où on met le curseur entre l'efficace et le ultra qualitatif. Voilà, il y a beaucoup évidemment d'ajustements possibles de ce côté-là. Voilà, le but, c'est de dresser un petit peu les interactions entre les différents rôles. Je vous ai mis un exemple, je ne vais pas forcément lire les redevabilités qui sont associées, mais un peu d'exemples de rôles qu'on a définis chez Adimeo pour vous illustrer ça. Chez Adimeo, on a un référent sur les tests automatisés. Son objectif, ça va être de traiter tout ce qui est politique de test des projets. Donc, encore une fois, on est dans on parle de tests unitaires, on parle de tests fonctionnels, tout ce qui est automatisable. Donc, on va avoir quelqu'un qui, je précise, c'est vraiment une notion importante, un référent, on ne lui demande pas de faire, on lui demande d'encadrer, d'animer le sujet. S'il sait faire, tant mieux, mais ce n'est pas le point le plus important. J'y reviens après. Donc, ce référent test, on lui demande surtout d'aller regarder un petit peu sur les différents projets, est-ce qu'il y a des tests, sinon pourquoi, qu'est-ce qui justifie, un peu de challenger un petit peu ces sujets-là. Ça va être vraiment la personne qui va animer le sujet, finalement. Je parlais tout à l'heure de la personne qui encadre la méthode holacratique, on l'a appelé le bibliothécaire. Vous pouvez vous amuser à mettre des noms rigolos, hein, si aussi ça peut marcher aussi. Donc voilà, on fait une petite blague avec la dame du CIO, du CDI, rapport à nos années d'études. Voilà, on appelait ça le bibliothécaire. On va avoir d'autres rôles. Donc on parlait de documentation tout à l'heure. On parlait de gestionnaire de carrière. Ce rôle-là est intéressant. Donc c'est la personne qui va gérer finalement humainement les collaborateurs. Alors ce rôle-là, il va aussi adresser des questions un peu sensibles sur, par exemple, la politique salariale, le niveau de rémunération, les enveloppes d'augmentation. C'est pas quelque chose qu'il va construire seul, mais il va être impliqué dedans, donc il va avoir accès à ces informations-là, il faut en avoir conscience. Mais c'est bien un rôle parmi d'autres. On pourrait très bien imaginer que un anciennement développeur un peu senior qui a de l'expérience a envie de commencer à encadrer humainement des personnes, de gérer la carrière de certains collaborateurs, on pourrait lui proposer ce rôle-là. Évidemment, à lui aussi, avec ce rôle-là, dans les redevabilités, on va peut-être indiquer que il est aussi, il a un devoir de confidentialité sur ces informations-là. Voilà, j'ai mis d'autres listes d'autres rôles qui existent pour le coup avec le projet, la partie staffing. On a créé un rôle, par exemple, pour indiquer que on avait une personne qui était responsable elle-même de gérer son temps. C'est peut-être bête comme rôle, mais en fait, ça permet de distinguer les personnes qui sont soumises à staffing dans leur production de projet et celles qui sont plus libres finalement de leur mouvement, en tout cas de leur staff. On va gérer les formations, on va gérer le marketing interne, on va gérer la consultance technique. C'est intéressant, cette partie promotion marketing. Je prends cet exemple-là.
par le passé, on se disait: «OK, il y a l'objectif, c'est que, toute l'entreprise contribue à la promotion justement de l'entreprise sur les réseaux sociaux, à travers des webinars comme je le fais là, par exemple, ou des articles de blog, ce genre de choses». Hem, Par le passé, je tenais ce rôle-là, par exemple. Cette année, on a fait le choix de le transmettre à quelqu'un qui était intéressé. Cette personne a autorité sur le sujet. Ça veut dire que même si anciennement, et d'un point de vue affichage, je suis à la tête du pôle, je n'ai pas autorité sur ce sujet-là. Ça veut dire que cette personne-là, elle peut m'imposer, de me dire: «Non, en fait, on a besoin de communiquer sur ce sujet-là, Thibaut, c'est important, il faut que tu le fasses». Voilà, et il n'y a pas de rapport d'ancien manager ou autre. En fait, je me plie à cette autorité-là. C'est vraiment important, cet aspect-là. Et donc du coup, ça nous amène aux obstacles, sur la mise en place justement de ce mode de gouvernance, pour vous parler un petit peu de notre retour d'expérience. De manière générale, en tout cas sur les premiers mois, en tout cas lors de la phase d'annonce dont je vous parlais tout à l'heure sur un peu le déroulé, et l'équipe a émis quelques doutes sur est-ce que c'est utile. Elle était habituée à ce mode de gouvernance où en fait, c'était le manager qui prenait, des décisions, donc pourquoi ils en prendraient? On retrouve un peu je vous parlais en tout début de webinaire sur le fait de se conforter derrière dans l'ombre d'un manager. Ça peut être confortable, donc on a un peu peur du changement. Certains vont demander des contreparties aux responsabilités. Ça va être: «Bah, voilà, tu me demandes ça en plus, OK, ben, je veux tant en euros ou je veux autre chose en plus». Il y avait aussi la crainte, c'est une chose qui remontait le plus, c'était, quel temps on a à consacrer sur ces rôles-là. Parce que, OK, je veux bien prendre tel rôle, mais en fait, si j'ai pas le temps de le gérer, comment je fais? Un ou deux qui m'ont remonté que pour eux, c'était un peu du bullshit, on parlait de poudre aux yeux. Donc l'idée, comment, cette conduite du changement, comment la conduire? Ça va être je conseille de faire vraiment de faire de la communication en amont sur ce sujet-là. Je vous parlais de la stratégie de l'allié. Pour moi, elle est vraiment utile pour contrer cette adhésion commune, enfin pour s'assurer qu'on a une adhésion commune. On peut reparler un peu des points de souffrance de l'organisation actuelle qu'on cherche à améliorer. Il faut accepter aussi au départ qu'il y ait des personnes qui soient, moyennement chaudes ou qui ont peur du changement. OK. L'idée, c'est aussi de montrer par l'exemple, avec c'est aussi l'intérêt des itérations des réunions de gouvernance, c'est de montrer qu'en fait, en fait, c'est concret, tout le monde participe à cette amélioration. Donc, l'autre point que je conseille également, c'est d'utiliser beaucoup le «en tant que». Quand vous prenez une décision, vous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, c'est le conseil que je donne à chacun, parce que vous avez, ce rôle-là, mettez le «en tant que» devant. En tant que référent documentation, je pense qu'il faudrait faire ça. Ça permet de bien comprendre qui parle. Surtout si vous êtes, anciennement, manager, on sera habitué à ce que quand vous dites quelque chose, on écoute ou on l'applique parce qu'anciennement vous étiez manager. Le «en tant que» est intéressant pour rappeler, de dire: «Attends, non, c'est pas en tant que manager ou au top de la pyramide que je vous parle en tant que sur ce sujet-là». Et ça rappelle le fait que, en fait, je peux le faire parce que j'ai autorité sur ce rôle-là, pour le coup, parce que je détiens ce rôle-là. Et pareil, quand vous citez quelqu'un, nominativement, vous pouvez aussi rajouter le «en tant que» pour dire: «Ah bah tiens, untel, en tant que référent, test, qu'est-ce que tu en penses?» Tu vois? Ça permet de vraiment de remettre un peu dans le contexte. Sur la question des contreparties aux responsabilités, je trouve ça légitime. Après, dépend vraiment de votre mode de fonctionnement dans l'entreprise. Moi, je privilégie l'accompagnement, la discussion, et moi, je pars du principe qu'il y aura des contreparties naturelles si justement la personne, elle est capable de s'emparer du sujet. C'est plus, je suis plus partisan la récompense, elle vient derrière sans problème, mais déjà, faut qu'on avance sur le sujet, quoi. L'autre aspect intéressant qui est remonté, dans la conduite du changement, c'est le fait de se sentir légitime pour les différents sujets. J'ai beaucoup de collaborateurs qui m'ont dit: «Mais en fait, ce rôle-là, il est intéressant, il m'intéresse, mais en fait, je suis pas du tout compétent sur le sujet, donc je vois pas pourquoi je pourrais être référent». Parce qu'en fait, on a tendance à confondre expert et référent, et ce sont vraiment 2 choses différentes. Il faut bien comprendre que ce qui passe avant tout, ce qui est vraiment le moteur premier, ça va être la motivation avant l'expertise. Moi, je préfère, enfin, en tout cas, dans ce que j'ai pu constater, c'est qu'un expert, il va avoir tendance à maintenir ce qu'il connaît déjà. Il est expert, il est efficace. Alors que quelqu'un de fondamentalement motivé, il va avoir envie de vous faire bouger les choses, de challenger les choses, et il va solliciter les experts sur le sujet
pour consolider sa vision et il va apprendre sur le tas. Mon conseil là-dessus, c'est de conseiller de rassurer un peu les collaborateurs en leur disant, mais en fait, attends, écoute, ça s'intéresse, t'es motivé? Oui, ok, ben en fait, c'est ça que je veux, moi, c'est ça qui est le plus important. Les connaissances, ça va venir avec. On va passer du temps sur le sujet, mais on comprend un petit peu ce que ça comporte, et éventuellement passer par des formations, ce genre de choses, et ça va aller, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu sois capable d'animer le sujet, pour le coup. C'est très valable, hein, ce sentiment d'illégitimité, en l'occurrence, sur les juniors, parce qu'ils ont l'impression de sortir d'école et de se dire qu'ils sont pas capables de prendre des décisions. Et c'est juste parce qu'on a été habitué, en fait, je pense, depuis tout jeune, à ne s'exprimer que si on est expert sur le sujet. En soi, s'exprimer parce qu'on est expert, c'est une bonne chose, mais je trouve qu'on pourrait s'exprimer en proposant des idées. C'est ça qui est intéressant. Peut-être qu'on est à côté de la plaque, mais dans ces cas-là, on a aussi des experts pour nous ramener un petit peu sur le droit chemin en nous expliquant pourquoi c'est pas possible ce qu'on propose, en fait. Mais on aura eu le mérite de proposer quelque chose. Je pense que c'est ça qui est intéressant. On est dans cette démarche plutôt active d'amélioration, de proposer des choses et de contribuer finalement à la cohésion de l'entreprise, à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc c'est le troisième point que je mettais justement au niveau de l'autorité. C'est un concept qui est nouveau au milieu professionnel pour les collaborateurs. Ils partent du principe que quand ils vont arriver dans une entreprise, en fait, on va leur donner des tâches à réaliser, et ils vont les réaliser, ils vont être dans une position très d'exécutant. Avec les années, avec la seniorité, on comprend qu'on est capable de prendre des décisions nous-mêmes, et d'ailleurs on attend de nous de prendre des décisions. Ce mode de gouvernance holacratique, il a tendance à venir accélérer ce processus-là, ce qui est plutôt chouette à mon sens. Donc oui, je parlais de temps à donner aux collaborateurs pour leur permettre de prendre du recul. Ça leur permet aussi, notamment aux développeurs juniors, de leur dire, en fait, la technique, ça se résume pas qu'à coder, ça c'est cliché, mais en fait c'est vrai. Donc ça, pour le coup, je peux en parler tout à l'heure auprès des juniors, c'est vraiment un tremplin, je trouve, ce mode de gouvernance pour ça. Et donc j'en parlais un petit peu avec le en tant que tout à l'heure. L'atout majeur sur la légitimité, c'est de montrer l'exemple en tant qu'ancien manager au sens pyramidal, en se pliant aux nouvelles autorités. Je crois que j'ai des anecdotes juste après. Ouais, voilà. C'est le dernier point, c'est un point qui est intéressant, c'est le fait de se plier aux règles du jeu. C'est ultra important, et surtout si si la personne qui met en place ce mode de gouvernance est ancien manager au sens pyramidal. C'est la clé du succès de prouver que on n'est pas c'est pas de la poudre aux yeux ce qu'on est en train de mettre en place, et c'est le fait également de montrer que on n'a plus l'autorité sur certains sujets, et c'est ok. On a notre avis, c'est cool. Généralement, en tant que manager, on est bon parleur, en tout cas, on arrive à persuader les gens, mais il faut se méfier d'ailleurs de ça. Mais il ne faut pas hésiter à ramener dans la conversion attends, c'est toi le référent, c'est toi le rôle, qu'est-ce que tu en penses? Que moi, je te donne des choses, je te donne des éléments, j'amonde. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ok, en fait, c'est toi, t'as l'autorité, en fait. Donc, il faut pas hésiter à rassurer un peu les gens là-dessus. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, il y avait deux choses que je voulais mettre en avant. C'était le fait de découper en rôles plutôt que des fiches de poste. Moi, dans le retour d'expérience que j'ai, c'est que j'ai été surpris de constater que j'ai un de mes collaborateurs qui m'a fait la remarque en disant: ah, ben tiens, c'est super intéressant ce découpage en rôle, parce qu'en fait, moi, ce truc-là, ça m'intéressait. Donc, il me parlait de staffing en l'occurrence. Mais en fait, je voulais pas faire ça parce qu'il fallait que je sois manager pour faire ça. Et en fait, le fait de le découper dans différents rôles, là, je lui dis, ok, pas de problème. En fait, tu n'es plus obligé d'être manager au sens à l'ancienne pour prendre ce rôle de staffeur. Donc, ok, prends-le, pour le coup, c'est pas de problème. Et l'autre exemple que je voulais mettre en avant, où c'est une expérience malheureuse pour moi, enfin malheureuse façon de parler, en tant que manager, directeur, on est habitué à prendre des décisions, à décider un peu et ensuite de faire appliquer. Et on se fait avoir sur des périmètres qui ne sont plus les nôtres maintenant, puisqu'on a transmis le rôle à quelqu'un. Et donc, on a tendance à prendre des décisions qu'on n'aurait pas forcément dû prendre, qui nous semblent bonnes, mais en tout cas qu'on n'aurait pas dû prendre. Et moi, en l'occurrence, je me suis fait retoquer lors d'une réunion de gouvernance gentiment par l'équipe en disant: non, maintenant, vous revenir sur la règle que tu as définie, parce qu'en fait, on n'est pas d'accord. Et en fait, y a un référent pour ça, et c'est à lui de décider. Et donc, on a remis le sujet sur la table.
on a pris une autre décision que celle que j'avais prise. Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire, ok, mais en fait, vous avez raison, je suis sorti un peu de mon autorité sur le sujet. Ben ok, je me plie à cette règle-là. En plus, tout le monde est d'accord sur cette règle-là. Il y a que moi qui suis pas d'accord. Bah, tant pis, quoi. En fait, si l'équipe pense que c'est le bon truc à faire, allons-y, quoi. Et donc, ce que je mets un petit peu à la fin, c'est que en tant que manager à l'ancienne, vous allez marquer des points, en fait, si vous êtes capable de revenir sur vos décisions et de faire un mea culpa sur le sujet, pour le coup. Donc, c'est vraiment le mot de la fin, de jouer le jeu est hyper important. On arrive au bout. Une ressource que je vous conseille particulièrement parce que je la trouve très inspirante et surtout illustrée, c'est une BD en fait qui a été réalisée par Bernard-Marie Chiquet et Étienne Appert. Ils ont monté, ils ont tout un site dédié sur l'holacratie où ils parlent de ce mode de gouvernance. Et cette BD, elle est disponible gratuitement en ligne. Vous pouvez aussi la commander en version papier si vous le voulez. Je trouve elle met en lumière vraiment comment ça fonctionne. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc vraiment, ouais, allez voir, on vous mettra le lien dans le chat et comme ça, vous pourrez aller voir. Il faut savoir que chez Adimeo, on est capable de vous accompagner si ça vous intéresse dans la mise en place de ce mode de gouvernance. Avec un début on peut travailler sur l'audit de votre organisation actuelle ou d'une direction particulière, pourquoi pas. Vous proposer une structure basée, du coup, inspirée de l'holacratie. Au tout début de ce webinaire, je vous expliquais que l'idée, c'est pas l'holacratie, c'est un framework organisationnel. Donc, en fait, l'idée, c'est un peu comme les méthodes agiles, il y a des conseils, des règles, après, l'idée, c'est de les adapter. Donc, en fait, l'intérêt ici, c'est de regarder un petit peu comment vous fonctionnez et de vous proposer justement une forme de gouvernance qui soit adaptée à vos process, à votre organisation, et puis peut-être aussi de se dire de la déployer en douceur plutôt que de révolutionner toute la gouvernance de votre entreprise. Et puis, la dernière étape étant de vous aider à la déployer justement dans votre entreprise. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. Pour information, on a plusieurs webinaires dans les prochaines semaines qui arrivent. On en a un qui va parler si ça vous intéresse, de parler de l'intégration de l'intelligence artificielle dans Drupal. Donc ça pourrait être pas mal. Ça va être très axé sur l'expérience utilisateur. On a le studio chez nous qui vous propose ensuite de discuter de comment vous pourriez réenchanter, j'ai bien aimé leur terme, vos produits numériques, comment le studio pourrait vous aider à ça, et puis de parler un petit peu des collectivités, pardon, sur comment ces collectivités pourraient travailler sur une communication numérique éco-responsable. Voilà. Alors, on nous reste quoi? Il nous reste une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Ah, je regarde le chat, voir un petit peu. Je regarde s'il y a des questions. Non. Mais en tout cas, allez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou peut-être que vous-même, vous avez mis en place également ce mode d'organisation chez vous et il y a peut-être quelque chose que vous pourriez monter. Ça pourrait être un partage intéressant. Ok, bon, pas de questions a priori. Je vois que c'est soit clair, soit pas clair, l'un ou l'autre. Je vous laisserai jauger. Il me semble que sur la fin du webinaire, vous avez un questionnaire de satisfaction, ou en tout cas un sondage sur lequel vous pourriez vous prononcer sur s'il y a des éléments que vous trouveriez intéressants. Oui, la présentation sera également disponible si vous voulez la récupérer et la regarder. Vous pouvez aussi me contacter après ce webinaire si vous avez besoin d'échanger dessus. Ce sera avec plaisir. C'est un sujet qui me passionne personnellement. Donc voilà. Eh ben, écoutez, on peut... Ah, pardon, je vois des questions, je n'avais pas vu. Alors, super. Alors, première question de Vincent. Entre pôle et poste, la frontière peut être tenue. Oui, c'est vrai, clairement. Alors, pour essayer d'atténuer cette frontière,
j'aurais tendance à travailler de manière itérative. À titre d'exemple, j'ai encore dans mon carnet de rôles, dans ma direction, un rôle qui s'appelle DevOps aujourd'hui. Hem, j'ai des redevabilités, elles sont claires, mais je trouve que c'est encore trop proche de la fiche de poste, par exemple. Donc pour démarrer, j'arrivais pas trop à voir quand on a lancé la gouvernance sur ce sujet, j'ai construit ce rôle-là en me disant: «OK, je pars là-dessus» et en fait, avec le recul, je me dis: «Il va falloir que je découpe en 2 celui-là parce qu'en fait, s'il est trop proche de la fiche de poste». Donc mon conseil là-dessus, c'est de se dire: «Bon, c'est pas grave si en fait, au début, c'est trop proche de la fiche de poste». L'idée, c'est d'essayer de pas être trop vertical par rapport à vos postes, ou en tout cas aux postes qui existent. Essayez de les découper. Si à un moment donné, c'est pas assez bien découpé, c'est pas grave, ça pourra être vu dans un second temps. Ça se détecte si vous voyez qu'en fait, il y a trop de sujets qui vont vers un même rôle. C'est que peut-être que ce rôle-là embarque trop de redevabilité et qu'il y a peut-être moyen de découper, quoi. J'espère que ça répond à votre question, Vincent. Merci Ludovic, que je reconnais, je pense. OK, et ben, s'il y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée, et puis un bon déploiement de l'holacratie dans vos sociétés respectives. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et puis n'hésitez pas à me contacter, si vous avez besoin, ce sera avec plaisir. Merci à tous, bonne journée.